Les redevances perçues dans la région ouest africaine par les opérateurs aéroportuaires, les prestataires de services de navigation aérienne et les autorités de l'aviation civile, ainsi que les taxes imposées par le gouvernement, ont de graves impacts négatifs sur l'industrie du transport aérien de la région. C'est la conclusion des précédents rapports du Conseil international des aéroports ACI. À ce jour, les pays africains appliquent les taxes et les redevances aéroportuaires les plus élevées au monde. Ces taxes et redevances dépassent les $100 américains par passager. Et de facto, les billets d'avion reviennent très chers, décourageant les voyageurs à opter facilement pour le transport aérien. Si la situation persiste, c'est la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf qui en pâtira, puisque, selon la CEDEAO, pour soutenir pleinement la ZLECAf, l'Afrique tout entière cherche à créer un marché unique de transport aérien. Pour ce faire, les ministres de l'aviation, les directeurs généraux de l'aviation civile, les responsables et les parties prenantes de l'industrie du transport aérien sont à Lomé pour plancher sur les défis liés au prix élevé des billets d'avion en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre devra déboucher sur des réformes pouvant concourir à la réduction des coûts opérationnels, notamment les redevances et les taxes. Cette rencontre doit aussi ébaucher le processus d'harmonisation des protocoles de sécurité en Afrique de l'Ouest. Depuis plusieurs années, le Togo s'est engagé dans la mise en place de plusieurs initiatives et réformes éducatives qui visent à améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement. Ces efforts semblent porter ses fruits. En effet, selon le dernier rapport Financing Africa de la Fondation Mo Ibrahim, il ressort que le Togo occupe la 5e place dans le top 10 des pays africains qui offrent la meilleure qualité d'éducation. En Afrique de l'Ouest, le Togo est classé au 2e rang derrière le Ghana. Ce rang qu'occupe le Togo met en lumière la politique de l'enseignement dans le pays qui consiste à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité. Pour rappel, plusieurs facteurs ont milité en faveur du Togo dans ce classement. L'on peut citer entre autres l'introduction de l'éducation de base gratuite. Ceci a permis d'augmenter le taux de scolarisation. Par ailleurs, sur le continent, la Tunisie domine le classement, suivi du Ghana, de la Namibie et de l'île Maurice. Sensibiliser les hommes sur l'importance du dépistage précoce et encourager le soutien à la recherche sont les éléments qui marquent ce mois de novembre en matière de santé. Il s'agit de Novembre bleu. En effet, après Octobre rose, destiné à la lutte contre le cancer du sein chez la femme, Novembre bleu attire également l'attention sur une cause essentielle qui est la lutte contre le cancer de la prostate. Novembre bleu, nous voulons mettre l'accent sur les maladies qui touchent plus l'homme. Et la première maladie, c'est le cancer de la prostate. Vous avez vu que le ruban pour octobre, c'est rose. Et là, j'ai mis le rose en bas et puis le bleu en haut. Donc, ce qui veut dire que c'est un couple. Comment nous devons accompagner les hommes pour qu'ils viennent au dépistage? Le dépistage pour les hommes, ce n'est pas aussi complexe. Il suffit d'un toucher rectal ou bien la deuxième méthode, c'est prélever un peu de sang pour voir si l'homme n'a pas l'antigène spécifique prostatique qu'on appelle PSA. Parce qu'ils sont méconnus, ces cancers sont souvent diagnostiqués tardivement. Ainsi, cette période est spécialement dédiée à éduquer et à mobiliser les hommes autour de l'importance cruciale de dépister précocement les cancers spécifiques qui affectent leur santé, notamment ceux touchant les testicules et la prostate. Par ailleurs, au Togo, 10 cas sont observés en moyenne par an. Bien que peu fréquent dans le pays, il reste un problème de santé publique en raison de la faible accessibilité de la population au diagnostic. Ce mercredi, l'actualité internationale s'est forcément invitée dans cette rencontre bilatérale entre les chefs de la diplomatie de deux des plus grosses économies de l'Afrique de l'Ouest. S'ils ont évoqué les questions sécuritaires ou encore le corridor entre Lagos et Abidjan, les ministres ivoiriens et nigérians ont aussi commenté la réélection de Donald Trump. Si le peuple américain est content de son élection, nous ne pouvons que
qu'apprécier cela, mais nous avons des relations confiantes. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, avec les États-Unis, et je ne pense pas qu'à ce niveau, beaucoup de choses changent. En tout cas, notre souhait, c'est de faire en sorte que ces relations s'intensifient davantage, quel que soit le gouvernement en place à Washington. Une intensification des relations commerciales surtout. Nous espérons que l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, va se poursuivre. Et que l'Afrique de l'Ouest, ainsi que tout le continent africain, va exporter non seulement des produits agricoles et des matières premières, mais aussi des produits finis avec valeur ajoutée, et que davantage d'emplois puissent ainsi être créés sur le continent africain. Mais le changement d'administration américaine pourrait avoir un impact sur l'économie ivoirienne, selon cette entrepreneuse qui a fait ses études de l'autre côté de l'Atlantique. Les États-Unis, c'est un pays qui a quand même des institutions stables et fiables. Donc, on ne s'attend pas à un grand changement du jour au lendemain, mais on va voir beaucoup moins d'interactions entre les États-Unis et les pays africains, chose qui est très dommage parce qu'on avait une bonne dynamique, parce que il est axé sur c'est les Américains, Make America Great Again, on se concentre sur l'Amérique. Il y a quand même une politique très protectionniste et axée sur les États-Unis, donc on va avoir une réduction en termes d'aide. Par rapport à 2016, le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis est cette fois moins un saut dans l'inconnu. Cette élection présidentielle américaine a d'ailleurs été assez peu commentée ici en Côte d'Ivoire. Cet ex-milicien de la province de l'Ituri s'occupe désormais d'un champ de maïs. Un travail communautaire pour le sortir du métier des armes. Mais malgré ce retour à la vie normale, ou presque, il s'avoue déçu. Ce qui m'a poussé à quitter la brousse, c'est le message du chef de l'État qui a demandé à tous ceux qui détiennent une arme de quitter la brousse et venir la déposer au PDD-RCS pour mettre fin aux tueries. Concernant la vie en brousse, on vivait bien, mais ici au PDD-RCS, nous les démobilisés, nous gagnons très peu, juste le minimum pour vivre. Sous ce sigle compliqué, PDD-RCS, il faut comprendre Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Un programme lancé en juillet 2021 par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avec pour objectif de convaincre les miliciens armés des zones rurales du Congo de revenir à une vie civile. Mais depuis 3 ans, les résultats sont modestes. Et ici, sur le site pilote de Diango, à Ituri, les ex-combattants ont vite déchanté. Ainsi, Aurélie Avézi, une mère de 6 enfants, voudrait rentrer chez elle, mais doit pour le moment effectuer des travaux de réfection d'une route. Ce qui m'a poussée à prendre les armes et à devenir combattante, c'est parce qu'on a tué mon père. J'étais très en colère contre ces gens. Bon, on vit, mais on a besoin d'argent. On veut avoir de l'argent. Dans la brousse, on avait de l'argent. Mais ici, on souffre beaucoup. Non loin d'elle, Germain Makiboula s'estime aussi maltraité après sa démarche pour sortir de la violence. Je faisais partie des combattants du Codeco et j'étais dans l'unité à RTPC. Je suis venu remettre mon arme, mais regardez comment quelqu'un comme moi, qui est venu rendre son arme, souffre sur la route. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Le processus de démobilisation est pourtant crucial dans la province de l'Ituri, marqué par le conflit très violent entre communautés Lendou et Emma. De nombreuses milices et des milliers de miliciens armés sèment la terreur dans les zones rurales. Depuis son lancement, 2 coordonnateurs nationaux se sont succédés à la tête du programme, dirigé depuis juillet dernier par intérim. Dans le comté de Kisumu au Kenya, des drones sont utilisés pour acheminer les traitements contre le VIH et les kits de dépistage vers des villages isolés. Cette cargaison précieuse peut ainsi atteindre les communautés éloignées sans subir les retards liés aux routes endommagées ou aux intempéries. Pour les patients vivant avec le VIH, une prise de médicaments constante et ponctuelle est cruciale pour éviter la résistance virale et maintenir la charge virale sous contrôle. Des retards dans la livraison dus aux infrastructures routières ou aux conditions météorologiques peuvent en effet compromettre cette régularité. La solution de livraison par drone proposée par Zipline apporte une solution innovante à ce défi. Grâce à cette technologie, les médicaments peuvent être livrés en 15 à 45 minutes seulement.
Depuis 1986, année où le premier cas de sida a été enregistré au Kenya, plus de 2 millions de personnes y ont succombé selon le Conseil de contrôle des syndromes. L'arrivée des drones Zipline marque un tournant majeur dans la lutte contre le VIH-Sida. Dans le cadre de l'établissement, nous accueillons habituellement seulement 10 à 15 jeunes par an pour des tests de dépistage du VIH et d'autres services. Cependant, lors de ces séances ouvertes, nous pouvons en recevoir entre 40 et 50 en une seule journée. Grâce à cette technologie, les campagnes de sensibilisation contre les maladies infectieuses touchent désormais davantage les populations des zones rurales où l'accès aux soins est souvent limité. Recherche intensive en mer après les inondations en Espagne. Le service maritime de la garde civile poursuit les patrouilles sur la côte, 8 jours après les inondations meurtrières qui ont tué au moins 217 personnes dans la région de Valence. Les autorités espagnoles indiquent que 89 personnes sont confirmées disparues. Les patrouilles inspectent le large à la recherche de survivants. Nous effectuons principalement des patrouilles maritimes destinées à la recherche et au sauvetage de personnes potentiellement liées à cet événement désastreux. Nous patrouillons le long de toute la côte, principalement de l'embouchure du canal de Turia jusqu'au cap de Culera et même un peu plus au sud de l'embouchure de la rivière Júcar. Le chef du service maritime a affirmé que les recherches se poursuivront de l'aube au crépuscule aussi longtemps que nécessaire. La lagune du parc naturel de l'Albufera a subi les conséquences de cette crue dévastatrice. La force des inondations a été si intense que les débris se sont accumulés sur des kilomètres le long des côtes du sud de Valence. Selon Bernard Fraga, professeur à l'université d'Emory, la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine a entraîné un basculement du pays vers des positions plus marquées à droite. Il souligne que ces idéologies longtemps présentes mais souvent marginalisées sont désormais partagées par une large variété de groupes. Nous avons observé un basculement uniforme de tous les groupes en faveur de Trump. Bien que beaucoup de discussions ont porté sur des groupes spécifiques comme les hommes afro-américains qui pourraient avoir eu des réserves vis-à-vis de Harris pour diverses raisons. À l'exception peut-être des hommes latinos, nous avons constaté une tendance similaire au sein de différents groupes. Donald Trump a promis de taxer une grande majorité des produits importés aux États-Unis pour financer sa politique de baisse des impôts. Selon l'analyse de ce professeur, cette promesse a joué un rôle clé dans sa victoire. La décision de Kamala Harris de prendre un peu de distance par rapport au bilan de Biden semble avoir renforcé l'idée que cette élection était un référendum sur le président actuel. Beaucoup d'électeurs insatisfaits de ces actions et de la situation actuelle ont exprimé leur préférence pour un retour en arrière, estimant que leur situation était meilleure il y a 4 ans sous Trump. Alors que le Sénat a basculé du côté républicain et que la course à la Chambre des représentants reste serrée, une victoire du parti de Donald Trump lui offrirait les coudées franches.